Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Bon bah écoutez, il est 13h30. On va vous laisser démarrer, Alexandre. Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Donc, on est là sur un atelier Word niveau 2, donc qui fait suite à Word niveau 1 qu'on a vu précédemment. Là, on va avoir des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Ça va être assez dense, il y a beaucoup de choses à voir. Je vais essayer d'aller rapidement, mais quand même en restant assez clair. Donc, dans cet atelier, pardon, on va apprendre à structurer efficacement un document qui est long. On va essayer d'organiser l'information avec des structures plutôt visuelles et on va essayer d'enrichir et professionnaliser un document. Premièrement, structurer efficacement un document long. Les premières choses qu'on va vouloir faire quand on attaque un document, le mieux c'est de le faire le plus tôt possible, c'est de régler tout ce qui va être aspect de mise en page. C'est-à-dire de régler les marges, l'orientation de la page, si on veut en portrait ou en paysage, savoir la taille du papier, parce qu'en général, quand on crée des documents, c'est parfois pour les imprimer, donc il faut prendre ça en considération, savoir si on est sur du A5, du A4, du A3, de format enveloppe, on a toute une liste de formats disponibles, et puis les colonnes qui va permettre de séparer les textes en 2 colonnes, 3 colonnes, voire plus, comme on peut avoir dans les journaux ou dans les magazines, par exemple, ou même les revues scientifiques. Souvent, le texte est séparé en 2 colonnes pour améliorer la lisibilité. On a aussi dans les outils de mise en page, donc onglet de mise en page, on a aussi les sauts de page qui va nous permettre de passer directement à la page suivante sans avoir à faire entrer jusqu'à arriver à la page suivante. On peut aussi ajouter des numéros lignes, donc c'est moins courant. Et puis, on va pouvoir gérer aussi la coupure des mots, c'est-à-dire est-ce que par défaut, Word passe les mots qui ne rentrent pas dans la ligne à la ligne suivante directement, ou alors est-ce qu'on veut qu'il mette un tiret puis coupe le mot en deux. Ça se règle ici. Donc on va faire le point ici par exemple. Donc sur tout cet atelier-là, on va travailler sur le même document. J'ai préparé une sorte de livre de recettes avec une page de couverture, une préface, une recette qui n'est pas mise en page, c'est fait exprès, et puis quelques recettes qui sont mises en page, un tableau de conversion des ingrédients, et puis une dernière page où on mettra une bibliographie à la toute fin. Et donc là, pour vous montrer du coup les outils de mise en page, donc je suis déjà dans cet onglet-là, qui était déjà parfait. On va avoir les différentes marges, donc je vais pouvoir choisir des marges plutôt étroites, moyennes, larges. Alors attention par contre, parce que quand vous imprimez, il faut savoir qu'il y a des fonds perdus sur vos imprimantes, donc elles ne peuvent pas être à 0 les marges, sinon vous allez forcément du contenu. Donc en général, au minimum, on les met à 1,27, mais 2,5 c'est le standard. Orientation, je peux mettre un portrait paysage. Les tailles, vous voyez, on a toute une liste de formats qui existent. Les colonnes, on va pouvoir mettre plusieurs, donc je le ferai plus tard dans une autre démonstration. Les sauts de page, les numéros de ligne et les coupures des mots. Dans l'exemple ici, par exemple, ma préface, je veux que les mots ne passent pas à la ligne suivante entièrement. Je veux que ça soit automatique, c'est-à-dire que je vais laisser Word régler quand il y a des mots qui peuvent être coupés en deux, par exemple dessert ici, il va mettre un tiret et passer à la suite, ce qui rend un peu les choses plus lisibles en général. Enfin, ça fait quelque chose de plus harmonieux dans l'ensemble. Visible, je ne sais pas, ça dépend des personnes. Ensuite, les styles. Alors les styles, c'est tout un volet de Word qu'on a tendance à oublier un petit peu, alors qu'il est hyper important. C'est pour informer à Word, en fait, à quoi correspond chaque portion du texte sur lequel on est. Il faut savoir dire à Word, ça c'est un titre, ça c'est un sous-titre, ça c'est un paragraphe, ça c'est une citation. Parce que pour nous humains, ça ne va rien changer en soi, parce qu'on a l'impression de dire tout le temps la même chose. Sauf que derrière, on va coder des informations qui sont hyper importantes, notamment pour la portabilité du document, et aussi parce que ça va nous aider énormément dans le formatage. L'intérêt, c'est déjà d'harmoniser les formatages entre des textes de même nature, c'est-à-dire que je veux que tous mes titres, ils se ressemblent. Je veux que si j'ai des titres rouges, je veux qu'ils soient tous rouges et qu'il n'y en ait pas un qui soit un peu orange ou d'une autre taille. Ça va permettre de hiérarchiser l'information, notamment pour créer un sommaire, parce qu'on va dire avoir ça c'est mon titre principal, ça c'est mon titre 1, ça c'est un deuxième titre 1, ça c'est un troisième titre 1, et à la fin, quand je vais vouloir créer un sommaire, il va être automatique, il va savoir dire ça c'était mes titres, du coup je vais créer un sommaire très, très propre avec toutes ces informations-là que je connais. Nous, en tant que rédacteurs, ça va nous permettre de se repérer, parce qu'on va savoir où on en est qu'on est dans un paragraphe, est-ce qu'on est dans un sous-titre, voilà, faire la différence. Et puis, comme je disais, pour la portabilité du document, savoir le lire sur plusieurs appareils, ça va être un petit peu mieux si on applique les styles correctement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour appliquer les styles? Alors, on va rester dans l'onglet Accueil, l'onglet de base, et il y a tout un bordeaux qui s'appelle Style, qui ressemble à ça. C'est tout bête, c'est comme quand on applique du formatage, on sélectionne notre texte en surbrillance,
et on clique sur un style qu'on veut. Par défaut, il y en a quelques-uns qui sont proposés. On va voir qu'on peut aussi en créer des nouveaux et aussi on peut les changer. Alors pour les modifier. Pour les modifier, je vais formater mon texte à la main et ensuite je vais faire clic droit sur par exemple ici sur titre 1 et dire je mets à jour par rapport à ce que j'ai sélectionné. On va faire une petite démonstration. Donc dans mes recettes ici, j'ai déjà voilà, cette recette-là, elle est sous format, on va regarder dans l'accueil, j'ai déjà un titre 1. On voit que des styles, il y en a déjà plusieurs pour les titres, pour les sous-titres, pour les citations, pour les paragraphes, les références, etc. Moi, j'ai dit à Word, ça, je veux que ça soit un titre. Donc, c'est un titre. Si je vais, par correspondance, mettre sur l'autre recette que ça, c'est un titre 1, c'est-à-dire titre 1, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, titre 1, je clique sur titre 1, et voilà, il me met le formatage automatiquement sur le titre. Donc, ça, c'est un titre 1 pour Word, ça, c'est un titre 1 pour Word aussi. Pareil pour les autres recettes, tous ces titres-là, ce sont des titres 1. Ce qui fait que si j'ai un document qui est très long, un jour, je décide que finalement, mes titres, je ne veux pas les mettre en bleu, je vais les mettre en rouge. Bon, bah lui, il est changé. Sauf que je sélectionne mon titre, je fais clic droit sur titre 1, et je dis mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection, ce qui fait que tous mes titres 1, ils sont passés en rouge. Et donc ça, c'est hyper efficace pour formater de façon harmonieuse tout un document très très vite. Et on va voir qu'après, pour faire le sommaire, Word, il va savoir tout de suite que ça, c'est mes titres. Pareil pour les ingrédients. Donc, ingrédients, ça, c'est titre 2. Donc, je vais le mettre sur titre 2. Préparation, ça va être un titre 2 aussi. Voilà, j'ai hiérarchisé mes informations. Donc, je sais que sur cette page-là, j'ai un titre 1 donc, qui est plus important. Et titre 2, ça sous-entend qu'il est moins important. Donc, dans le sommaire, il va être décalé. Puisque c'est une sous-partie du titre 1. Justement, comment on fait pour générer un sommaire, une table des matières? On va beaucoup travailler dans l'onglet références aujourd'hui. Donc, dans références, on va faire tout ce qui est table des matières, bibliographie, citation, des choses comme ça. Et donc, dans table des matières, on va pouvoir faire une table automatique. Alors, il y en a plusieurs styles de base. Après, on va voir qu'on peut les modifier. Hop, je reviens là-dessus. Basé sur les styles qu'on a mis précédemment, automatiquement. Alors, je veux bien que j'ai un micro qui n'est pas coupé. Voilà, merci. Donc, par exemple, je vais insérer une page ici. Là, je suis sur ma page après ma préface. Je vais créer. J'aurais peut-être dû la faire même avant, parce que je crois que ma préface, c'est un titre aussi. Voilà, comme ça sera dedans. Donc, après ma page de garde, je vais faire un sommaire. Donc, je vais aller dans Références, Table des matières. Et là, je vais choisir par exemple ce style-là, Table des matières automatique. Et vous voyez qu'il a détecté tout seul que comme j'avais des titres et des sous-titres, et ben, page 3, j'ai ma préface. Page 4, j'ai mon velouté doré de carottes et miel avec les ingrédients et la préparation en sous-partie du titre 1, etc., etc. Et le sommaire se met à jour presque automatiquement. Il suffira juste de cliquer sur ce bouton-là. Quand je vais rajouter des titres, il faut juste penser à recliquer ici pour qu'il rajoute les différents titres qu'on a mis. On va parler maintenant des en-têtes et des pieds de page. Alors, les en-têtes et les pieds de page, c'est des zones qui sont tout en haut ou tout en bas de la page, qui ne font pas vraiment partie du contenu de la page et qui vont être harmonisées entre toutes les pages. C'est-à-dire, par exemple, le numéro d'une page, je vais pouvoir le mettre dans le pied de page. Pour ça, pour y accéder, il faut double-cliquer dans la zone. Donc, soit en haut, soit en bas. C'est une zone vraiment de texte qui est à part du texte. On va avoir dedans des éléments statiques, du texte ou des images. Donc, si je veux taper du texte, voilà, il va rester statique, peu importe sur la page sur laquelle il est. Et on va avoir des éléments dynamiques qui, eux, vont varier en fonction de certains paramètres, comme le numéro de page, il va dépendre de la page sur laquelle il est. La date et l'heure, c'est dès que vous allez ouvrir le document, ça va changer cette valeur-là. Le descriptif du document, comme le nom de l'auteur, le nom de fichier, etc. Et une fois qu'on a fini de formater notre pied de page, on double-clique en dehors du pied de page et ça va finir d'éditer. Exemple, sur le plus classique, le plus courant, c'est qu'on veut mettre les numéros des pages. Donc pour ça, je clique dans une zone ici, qui est le pied de page. On ne le voit pas, il est invisible, mais si je double-clique, on voit que je suis dans le pied de page. Je peux aussi modifier l'en-tête. Vous voyez, ça active ces deux zones-là. Ici, je vais aller, donc, je suis dans en-tête et pied de page. Je vais pouvoir insérer numéro de page ici. Et puis, je vais prendre, il y a des styles déjà prédéfinis. Vous voyez, il y a des petites formes, des petits ronds, voilà. J'en choisis un
tout simple, je vais prendre celui-ci. Et ça me met le numéro automatique pour chaque page. Et il va changer, si j'ajoute des pages, ça va se mettre à jour tout seul. Si par exemple, je suis tout à la fin, voilà, je double-clique pour sortir. Si je recrée une page, elle va être automatiquement numérotée 11. Je n'ai pas besoin de le faire à la main. Voilà pour les en-tête et pieds de page. Donc ça fonctionne des deux côtés. Vous pouvez rajouter des informations comme vous le souhaitez. Partie 2, organiser les informations avec des structures visuelles. Une des structures qu'on va utiliser, c'est le tableau. Alors, on l'a peut-être déjà vu, je crois, quand on a fait PowerPoint, il me semble, mais ça fonctionne exactement pareil. On est toujours sur le même fonctionnement. Dans l'onglet Insertion, on va pouvoir générer un tableau avec autant de colonnes et de cases qu'on veut en utilisant le petit outil qui est ici, ou alors insérer un tableau ici, on va lui dire je veux tant de colonnes, tant de lignes, et ça va faire apparaître deux nouveaux onglets d'outils. La création de tableau et disposition du tableau. Création de tableau, c'est vraiment tout ce qui est formatage, style de couleur, fond, bordure, etc. Disposition du tableau, c'est plus les propriétés structurelles du tableau, c'est-à-dire les largeurs de colonnes, les hauteurs de lignes, l'alignement dans les cellules. Voilà, c'est moins pour faire du coloriage, disons. Donc, on va faire un tableau. Enfin, j'en ai déjà fait un. C'est celui-ci. Vous voyez qu'il a, je l'ai généré. Alors, pour générer, j'ai fait insertion, tableau. Et ici, j'ai dessiné mon tableau. Donc, je savais combien de lignes, colonnes je voulais. Puis après, je l'ai rempli à la main. Donc là, pour gagner du temps, je l'ai déjà rempli. Et pour le formater, hop, on va zoomer un petit peu. Pour le formater, il faut que je clique dessus. Et quand je clique dessus, j'ai ces deux onglets qui apparaissent. Et donc, dans création de tableau, je peux utiliser des styles tout prédéfinis. Ça peut me faire gagner du temps. Par exemple, celui-ci. Ouais, on va aller avec le titre. Voilà. Je ne vais pas m'embêter, je peux faire ça. Je peux utiliser aussi trame de fond pour changer vraiment la couleur à la main. Je peux aussi changer les lignes. Donc ça, c'est vraiment pour aller dans le détail. Je peux rajouter des bordures. Et ça, c'est pareil que sur Excel, c'est les mêmes outils. Et dans disposition, je vais pouvoir dire, par exemple, je veux ajouter des collages, je veux fusionner des cellules, je veux aligner au centre. Par exemple, aligner au centre, voilà. Et je veux que, en termes d'auteur, ce soit un petit peu plus grand. Voilà. Donc voilà à quoi servent ces deux onglets. Très très simple, c'est des choses qu'on a normalement déjà vues sur Excel et PowerPoint. Donc je passe un peu vite dessus. Autre type d'éléments qu'on va pouvoir insérer, c'est les listes. Les listes, très simple, on a trois outils différents. Les listes non ordonnées, donc avec des puces qu'on va pouvoir sélectionner entre des ronds creux, des carrés, des petits losanges, etc. Des listes ordonnées, et là on en a deux types. On a les listes numérotées, par exemple 1, 2, 3, 1 ABC, ou en chiffre romain 1, 2, 3, en majuscule, en minuscule, peu importe. C'est pour différencier en fait les listes on peut interchanger les éléments, et les listes numérotées, on ne peut pas griller les étapes. Typiquement, dans une recette, la liste d'ingrédients, c'est une liste non ordonnée, donc on va plutôt utiliser une liste à puces, alors que les étapes de la recette, on ne peut pas les interchanger, donc on va utiliser plutôt une liste numérotée. Et puis, il y a les listes à plusieurs niveaux qui font un petit peu un mix entre les listes numérotées, c'est-à-dire qu'on va avoir des grands 1, petit a, petit 1, enfin voilà, vous voyez l'idée. Et avec pareil, les puces, on peut aussi faire ça. Générer les éléments d'une liste, ça peut être un peu particulier. Alors, soit on peut sélectionner toute la liste, on tape d'abord notre liste à la main, et ensuite on vient appliquer le style, ou alors il faut le faire au fur et à mesure, c'est-à-dire j'applique une liste, et puis après je rentre mes éléments au clavier. Et dans ce cas-là, il faut bien retenir que quand on fait entrer, ça va passer à la ligne suivante, du coup ça va rajouter un élément à la suite. Si je fais tabulation, c'est la touche, je ne sais pas si vous voyez où elle est à côté du A, la touche qui a deux flèches entrecroisées comme ça. Ça va permettre de décaler mon point vers la droite, c'est-à-dire ajouter une incrémentation, disons, dans le référencement. Ou alors, majuscule et tabulation, ça va permettre de revenir justement en arrière. On va faire un exemple. Si je reviens à ma recette du début, ici les ingrédients, je n'ai pas formaté du tout, donc je peux sélectionner ma liste d'ingrédients et appliquer ici parmi les trois listes. Donc là, on a dit c'est une liste plutôt non ordonnée, donc je peux utiliser des puces comme ça, des ronds, des carrés, vous voyez, ça se met tout seul. C'est parfait. Voilà. Si je voulais décaler les éléments, il faudrait que je fasse tabulation. Ça les décale vers la droite. Et vous voyez que ça change de symbole, parce qu'en fait,
on est sur des sous-éléments, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie dans les éléments qu'on utilise. Donc quand je fais tabulation, ça descend. Quand je fais majuscule tabulation, ça remonte dans la hiérarchie, donc ça se redécale à gauche. Si je veux ajouter un nouvel élément, je fais entrer à la fin du dernier, pardon, et ça met automatiquement mon élément. Si jamais je veux passer à autre chose et finalement j'ai fini ma liste, bah, je refais entrer et on arrête la liste. C'est aussi bête que ça. Ici, dans la préparation, du coup, j'ai non pas une liste non ordonnée, j'ai des listes numérotées, donc je vais plutôt utiliser celle-ci avec les étapes 1, 2, 3, 4, etc. Voilà. Et si j'avais une sous-partie, je faisais ici 3 et de tabulation, et là j'ai une sous-partie A, que je peux appeler, voilà, et une sous-partie B, si je continue. OK. Voilà pour les listes. Donc je reviens du coup sur les tabulations, je viens d'en parler un petit peu, mais on va aussi parler des alignements. Donc tabulation, ça permet dans les listes de faire changer les niveaux de hiérarchie des éléments, mais ça sert aussi dans du texte, tout simple, sans liste, de pouvoir décaler nos éléments par rapport à la page. On peut aussi utiliser, alors le mieux c'est d'utiliser ça, si on sait que ça va être aligné à gauche, aligné à droite, centré ou justifié, c'est d'utiliser directement l'outil qui est ici. Par exemple, je veux que mon titre il soit centré, je peux soit aligner à gauche, ici centré par rapport à la page, ou ici aligné à droite de la page. Et le dernier justifié qui est un peu particulier, ça veut dire que, par exemple ici, je veux que tout mon texte soit forcé de prendre la largeur de la page. Donc je vais le mettre en justifié, ce qui fait que Word va insérer automatiquement des espaces entre les mots plus ou moins grands pour forcer le texte à devenir vraiment carré par rapport à la page. Alors vous voyez que des fois, ça rend très très moche parce que là, il est obligé de mettre des énormes espaces, c'est pas du tout beau. Et en plus de ça, faut le savoir, mais pour les personnes qui sont dyslexiques, c'est très difficile de lire du texte en justifié. Donc en général, pour des soucis d'accessibilité, on va plutôt laisser le texte en aligné à gauche. C'est plus facile à lire. Même si c'est moins joli dans l'ensemble, ça reste plus lisible. Je reviens sur les tabulations ou les retraits. On peut utiliser directement la touche tabulation sur le clavier, soit on peut utiliser ces deux touches-là ici qui font exactement la même chose, qui vont décaler le texte par rapport à la marge. Par exemple ici, si je veux mettre un petit écart pour la première ligne, eh ben, je peux faire tabulation. Pareil, si je l'avais fait ici, ça revient au même. Enfin, ça fait avec tout le paragraphe là pour le coup. Ensuite, on peut aligner aussi avec la règle. Si on veut faire des choses proprement, on va plutôt afficher la règle. Donc pour afficher la règle, on va aller dans Affichage, ici, et Règle. Alors on l'a été déjà affiché, mais voilà, si jamais elle n'est pas affichée, vous allez dans Affichage et vous cochez Règle, et vous avez cette règle qui apparaît ici, et vous en avez une verticale aussi. Celle qui nous intéresse, c'est plus celle qui est en haut, qui va nous permettre de faire l'alignement horizontal. On peut utiliser ce qu'on appelle les taquets de tabulation, c'est ces deux trucs-là, qui vont nous permettre de décaler soit la ligne sur laquelle on est, soit en dessous le paragraphe entier. Donc ça, c'est pas mal quand on veut aligner les choses proprement. Et puis, vous voyez que ça s'incrémente vraiment par quelque chose de millimétré. C'est vraiment régulier. Si jamais je voulais moi-même ajouter un taquet de tabulation, par exemple ici, j'ai juste à cliquer sur la règle et ça va ajouter ce petit L ici, qui fait que j'ai une tabulation qui apparaît pile à cet endroit-là. Et je peux la décaler comme je veux. Donc ça, c'est assez utile quand des fois on a des alignements qui sont un peu bizarres. Et ben vous ajoutez une tabulation à la main et vous alignez tout sur ce taquet de tabulation et ça rend les choses beaucoup plus propres. Je passe là-dessus. On attaque la partie 3, on est bien. Pour enrichir et professionnaliser un document. On va parler notamment des références et des annotations. Donc ça, c'est un truc un peu plus compliqué. C'est plus pour des documents très très lourds, comme quand on fait de la bibliographie, des recherches scientifiques ou des choses comme ça, enfin de la recherche. C'est toujours dans l'onglet références. On peut ajouter des notes de bas de page, voilà, comme ici, pour ajouter de l'information sur un élément de la page sans vouloir forcément changer de sujet en cours de page. Donc pour ça, on va dans référence note de bas de page, et là, on va sélectionner le texte à annoter avec la souris, puis insérer une note de bas de page. Et ça va s'ajouter automatiquement, pas vraiment dans le pied de page, mais juste au-dessus. Et ça va référencer tout seul ce qu'on a noté. Exemple, dans ma préface, j'avais préparé ici les annotations. Alors là, je les ai ajoutées à la main dans la page, mais c'est pas génial. On va les ajouter en notes. Donc par exemple, celle-ci, hop,
Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je copiais ce texte-là, là c'est dans mon exemple, et ça, ce qui est en gras ici, je veux mettre une note. Donc je vais aller dans référence, j'ai sélectionné, je mets dans référence, insérer une note de fin. Non, pardon. Si, insérer une note de bas de page ici. Voilà. Ça met automatiquement un petit trait avec le petit 1, et j'ai plus qu'à noter ma note, voilà. Et j'ai le petit 1 qui est ici, qui en plus renvoie, on peut voir avec le petit logo que ça renvoie vers une note. Et ici, j'ai ma citation. Parfait. On va faire pareil sur le deuxième. Donc ici, c'est plus agréable. Ici, je vais ajouter une note de bas de page. Et vous voyez que ça s'est mis automatiquement sur 2, ça se numérote automatiquement. Si je retire celle d'avant, celle-ci va passer en 1. Et tout ça, je peux le retirer puisque je l'ai fait à la main. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus propre. Maintenant, on va parler de citation et bibliographie. Donc, très important de citer les sources quand on crée un document et qu'on tire des informations d'une source extérieure. Pour ça, il y a tout un volet de Word qui est dédié à ça, toujours dans référence, c'est citation et bibliographie. Pour ça, il faut se placer après la citation, c'est pas la peine de la sélectionner, sinon ça va l'effacer, il faut se placer juste après. Et on va faire insérer une citation, puis ajouter une nouvelle source pour créer une nouvelle source de citation, sachant que les sources de citation, on peut en avoir une pour plusieurs citations. C'est-à-dire que vous vous utilisez un document comme source, et ben vous pouvez citer à plusieurs endroits sans avoir à recréer la source. Je vous montre, c'est peut-être plus clair quand on veut faire la démonstration. Et on complète, donc il y a une petite fenêtre qui s'ouvre avec les informations qu'on connaît, donc l'auteur, l'année, le titre, etc. Et puis on valide. Et ça s'affiche juste après la citation. On a les petites parenthèses avec l'auteur, virgule, l'année souvent. Et tout ça, ça va nous servir à la fin pour ajouter une bibliographie. Hop, voilà. Démonstration. Donc ici, alors il faut que je retienne tout ça, parce que peut-être, voilà, physiologie du goût, 1825. J'ai cette citation-là, donc là j'ai mis une note, en fait je vais retirer la note parce que c'est pas vraiment une note que je voulais mettre. Je vais plutôt faire ça sous forme de citation. Donc citation, référence, insérer une citation, ajouter une nouvelle source. L'auteur, voilà. Titre, la physiologie du goût. Et année, on a dit 1825. Je fais OK. Et ça ajoute automatiquement, ici, ma source à la fin de la citation. Alors, j'aurais dû la mettre juste après, je l'ai mal placée. Ce que je vais faire, c'est je vais la supprimer, cette source, enfin cette citation. Si j'arrive à la supprimer, voilà, je vais mettre plutôt ici. Insérer une citation. Vous voyez que la source est restée justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, je l'ai ajoutée pour tout mon document. Je peux la réutiliser ici. Et c'est ça, l'idée, c'est qu'on va ajouter des sources qui vont être réutilisables dans le document autant qu'on veut. Voilà, et ça me retire, du coup, vous avez vu, ça s'est mis à jour ici aussi, la note de bas de page, elle est passée automatiquement par 1, parce que j'ai supprimé la note. Voilà, et là j'ai une source qui est bien identifiée, on voit que c'est un peu particulier le formatage quand je clique dessus, et ça va nous permettre de faire une bibliographie automatique. Je vais faire la bibliographie, du coup. On va passer tout à la fin de mon livre de recettes, et là, tout bêtement, je vais aller dans bibliographie, et là, je choisis, c'est comme pour les sommaires, je choisis un style de bibliographie, donc bibliographie, et ça me met automatiquement ma source, une de mes sources. Alors évidemment, là, j'en ai qu'une. Il faut imaginer que dans l'ensemble d'un document, si on en a plein, elles vont toutes se mettre à la suite, dans l'ordre d'apparition. Et puis, je peux les réutiliser plusieurs fois dans le document, encore une fois. Et donc là, j'ai la version courte, avec juste Brillat-Savarin 1825. Et là, j'ai dans la bibliographie tous les éléments que j'avais rentrés, c'est-à-dire l'auteur et associé, enfin l'année et le nom de l'ouvrage. Et pareil, la bibliographie, pardon, je reviens sur la bibliographie, elle se met à jour que si vous cliquez. Voilà, c'est comme sur le sommaire, il faut penser à les mettre à jour. Donc à la fin, quand vous avez fini de travailler sur un document, pensez à faire un petit tour, sommaire, bibliographie à chaque fois, pour pouvoir avoir toutes vos références à jour.
reviens du coup sur un truc dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la mise en page en colonne. Donc, pour mettre en colonne, soit on le fait avant d'écrire, mais c'est pas l'idéal. En général, c'est pas facile à utiliser dans ce sens-là. Le mieux, c'est quand même de taper son texte en entier, puis de le sélectionner, puis après d'appliquer le formatage en colonne, donc comme on le souhaite. On peut faire 2, 3 colonnes, voire plus, c'est comme on veut. Là, dans ma préface, par exemple, je vais la mettre en 2 colonnes. Je vais réduire un petit peu qu'on voit toute la page. Ici, je veux que tout ce texte-là soit sur 2 colonnes. Donc là, je vais aller dans mise en page, colonne, et je choisis 2, 3, gauche, droite. Je peux aussi avoir d'autres formats. Je peux choisir autant de colonnes que je veux et leur attribuer des largeurs spécifiques à chacune. Si je veux qu'il y en ait une qui fasse 4 cm et l'autre qui fasse 12, je peux très bien faire comme ça. Là, on ne va pas s'embêter, je vais faire 2 colonnes et automatiquement, il va me générer ces 2 colonnes-là. Alors là, quand on est en colonne, là, à la limite, c'est moins grave. À la limite, je pense de faire du justifié, je trouve que c'est plus joli comme ça. Voilà, ça fait moins d'espace, quoi que. Ça dépend. Après, c'est à l'appréciation de chacun. Mais on avait des colonnes comme ça, très fines, parce que ça permet à l'œil de repasser vite fait à la ligne, et donc on a l'impression de lire beaucoup plus vite. Voilà pour les colonnes. Je vais parler maintenant d'un truc, j'en reparle, parce qu'en fait, j'en avais parlé aussi ça sur PowerPoint, mais on va le réutiliser, hein, c'est bien de faire des rappels. On va pouvoir utiliser des palettes de couleurs prédéfinies. C'est-à-dire que par défaut, quand vous êtes sur Word et que vous voulez modifier par exemple la couleur d'un texte, la couleur d'un fond, la couleur d'une forme, on a une palette qui ressemble à ça, avec des couleurs de base, des couleurs primaires assez classiques. Je ne parle pas de celles qui sont en dessous, celles-ci elles vont jamais changer, mais je parle de la palette qui est juste au-dessus ici. Et ben, cette palette-là, on peut la choisir parmi toute une liste de palettes possibles qui ont été pensées par des graphistes pour garder quelque chose d'harmonieux. On sait qu'il y a des codes un peu de design qui font que, en général, on essaie de ne pas dépasser 2 couleurs primaires ou 3 couleurs primaires, enfin, ou 2 couleurs primaires et une couleur secondaire quand on fait des documents comme ça, pour éviter justement d'agresser l'œil, entre guillemets, qui est trop d'informations. Il faut vraiment hiérarchiser l'information avec les couleurs, avec le style, mais que ça reste sobre. Il ne faut pas exagérer dans les nuances de couleurs. Donc, on va pouvoir aller dans conception, donc les conceptions, puis couleurs, et là, on va pouvoir changer la palette de couleurs. Et alors, ce qui est génial, c'est que si vous avez appliqué un rouge ici sur tous vos titres, eh ben, si je change de palette de couleurs, ça va automatiquement le garder sur cette couleur-là, mais qui est du coup devenu bleu. Donc, ça va garder cette grille-là, c'est juste les couleurs qui changent. Donc, c'est pas mal pour styliser et tester différents styles de mise en page, enfin de couleurs. Par exemple, ici, j'ai mis du rouge. Si je mets mes titres, par contre, en orange, voilà. Et là, j'ai pris quelle couleur? Il faut que j'en prenne une qui est ici, en bleu, par exemple. J'ai du bleu, du orange. Je vais aller dans conception, couleur. Et là, si je change de palette, on voit que ça change avec la palette. Là, je suis plus surtout sur des hauts rouge-orange. Là, plutôt sur des violets, violet 2, voilà. Sillage, des couleurs très très flashy, médian, etc. Et ça se fait, ça s'applique sur tout le document, donc c'est bien pour tester différents styles, différents thèmes de couleurs. Et enfin, un dernier point, c'est là j'avais un document que j'ai créé de toutes pièces, mais il faut savoir que des fois, si on veut gagner du temps, on peut utiliser les modèles prédéfinis. Alors, les modèles prédéfinis, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y en a pour tous les types de documents qui existent, et ça se fait depuis l'accueil. C'est-à-dire que dès qu'on crée un document, c'est au tout début, on ne peut pas le faire a posteriori, en général, enfin, je ne suis pas sûr. Non, je ne crois pas d'ailleurs. Sur l'accueil, on va cliquer sur « Autre modèle ». Bon, on en a quelques-uns qui s'affichent, hein, mais dans Autre modèle, vous allez avoir, par exemple, si je fais un nouveau document, ici, j'ai ici des modèles donc, qui sont présentés. Je suis déjà dans Autre modèle, ok. Des fois, il faut vraiment aller cliquer sur un petit bouton ici qui est Autre modèle. Et là, j'ai plein de types de documents. Donc, je peux sélectionner parmi des rapports de stage, parmi des lettres de motivation, des CV, des calendriers, enfin bref, il y a plein de choses. Ce qui va me permettre de partir d'une base et après, j'ai plus qu'à modifier le contenu que j'ai envie. Par exemple, un calendrier des rendez-vous.
Voilà, je clique sur créer ici. Alors là, il faut qu'il le télécharge. Forcément, c'est des modèles qui sont en ligne. OK, très bien. Et là, je peux ajouter des informations à la main. Je peux modifier un petit peu le style, mais l'idée, c'est vraiment de garder la base qu'on aime et puis partir de là pour faire son propre document. Et je peux aussi utiliser ici la recherche. Par exemple, si je veux faire calendrier, typiquement. Si je veux créer des calendriers, il fait une petite recherche et vous voyez que j'ai tout un tas de calendriers disponibles. Je peux partir de celui que je veux. Je pourrais modifier la couleur si ça ne me plaît pas, mais au moins je pars de quelque chose d'organisé de base. Voilà, donc on a vu plein d'éléments pour pouvoir mettre en page un document. On a vu tout ce qui était référencement, bibliographie, citation, en-tête, pied de page, des choses comme ça. On a vu comment styliser un document pour qu'il soit harmonieux, professionnel. Voilà, on a fait à peu près le tour, puis on a vu les modèles. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Pour voir aussi la conversation, vous pouvez faire des questions à l'oral ou à l'écrit, comme vous voulez. Et vous n'avez pas de questions? Non, apparemment, personne se manifeste. C'était très clair. Ok, bah super, très bien. C'était très très dense, mais on a vu à peu près tout ce qui était. Donc, il n'y a plus grand-chose, il y a plus grand-chose à voir sur Word après. Super. Ouais. S'il n'y a pas de questions, merci beaucoup, Alexandre. Et ben de rien. On va tous vous libérer et vous souhaiter une très bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup.